Bonjour, cet été le Mucem se part de ses plus beaux atours pour accueillir les pharaons. Alors vous connaissez sans doute Toutankhamon, Cléopâtre ou encore Ramsès II, et pourtant leur notoriété posthume n'a pas toujours été aussi glorieuse qu'aujourd'hui. Derrière ces murs, nous allons voir que leur image a reflété au fil du temps les différentes sociétés. Certains rois et reines de l'Égypte ancienne sont devenus des icônes internationales, tandis que d'autres sont presque tombés dans l'oubli. Bonjour Guillemette André-Lanoé et Frédéric Mongenod. Vous êtes les deux commissaires de l'exposition Pharaon Superstar, deux égyptologues passionnés. Et vous avez voulu mettre en avant des destins très différents des pharaons qu'ils ont eu après leur mort. Oui, c'est vrai que l'idée de l'exposition, c'était de présenter les destins posthumes de plusieurs pharaons, certains qu'on connaît aujourd'hui, comme Néfertiti, Ramsès, Toutankhamon, tout le monde en a entendu parler, mais aussi d'autres, comme Amenemhat III ou Sésostris, ou encore Nectanebo, dont aujourd'hui personne n'a entendu parler, mais qui ont été des célébrités à leur époque et dans les époques postérieures. On va le découvrir d'ailleurs au fil des pièces. C'est vrai que leur notoriété a changé au fil des époques, mais c'est aussi le reflet des différentes sociétés de notre histoire finalement. C'est vrai. Lorsque les Égyptiens vouent un culte à Amenhotep Ier, par exemple, quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler de nos jours, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un saint patron proche d'eux. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus immédiatement. Mais de nos jours, on connaît beaucoup plus Néfertiti, qui, elle, nous parle par sa beauté, par son mystère, et donc elle est plus le reflet de notre société contemporaine. Alors cette exposition, elle est aussi originale par ses œuvres. Il y en a près de 300, très diverses. On va retrouver alors bien sûr des sculptures de l'époque égyptienne, mais il y a aussi des peintures, de la musique pop, de l'art contemporain. Est-ce que pour nous donner un petit avant-goût, vous pouvez nous en citer deux, trois ? Oui, on a souhaité montrer environ l'Égypte pendant 5000 ans. Mais pour l'Égypte pharaonique, on choisit comme ça, mais parmi des dizaines, 3 chefs-d'œuvre, qui est la tête bleue qui représente le pharaon Amenhotep III, que l'on peut voir sur l'affiche de l'exposition. La tête de Sésostris III, un pharaon que vous ne connaissez pas, qui nous, égyptologues, nous connaissons bien, qui est en obsidienne, une pierre dure noire qui est tout à fait éblouissante et en plus très bien conservée du point de vue du visage du pharaon. Et puis, pour rappeler qu'il n'y a pas d'Égypte pharaonique sans colosse, on a un point et un pied de colosse en granit. Énorme. Énorme. Eh bien, merci beaucoup. Plongeons donc dans 5000 ans d'histoire, de légende et d'héritage grâce au Pharaon Superstar. Alors, il y a une anecdote que je trouve assez intéressante, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est qu'il s'est déroulé plus de temps entre Khéops et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et notre époque. Ça montre tout de même la stabilité et la grandeur de ce peuple égyptien. Oui, effectivement, l'Égypte des pharaons était une puissance et une civilisation tout à fait extraordinaire, sans doute la plus importante de l'Antiquité. Et elle a rayonné sur le bassin méditerranéen et sur l'Afrique pendant plus de 3000 ans, ce qui est quand même phénoménal. 3000 ans de règne avec 340 pharaons successifs. Alors, on en connaît tous certains, bien sûr, à commencer par Toutankhamon, qui était censé être représenté dans cette statuette. Mais alors, on voit, elle est brisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quel roi était-il? Alors Toutankhamon est un roi qui n'a pas régné très longtemps, une dizaine d'années. Il était malheureusement, pour lui, l'héritier d'un couple un peu maudit, Akhénaton et Néfertiti. Akhénaton a établi une réforme politique et religieuse qui n'a pas duré, qui n'a pas plu, et qui a été considérée comme un outrage aux dieux. Et donc, Toutankhamon a subi le même destin que ses parents, ou ses parents probables. Ses images et ses noms ont été systématiquement détruits, martelés ou repris, usurpés par ses successeurs. D'où cette image où on voit complètement la statue complètement effacée. Mais 10 ans de règne, et pourtant Toutankhamon aujourd'hui, tout le monde le connaît, c'est quand même fou. Comment ça se fait? C'est grâce à la découverte de sa tombe, au XXe siècle, que l'on évoque dans la troisième partie de l'exposition, à partir de 1922. Et à contrario, il y avait des rois et des reines qui étaient pour le coup adulés à l'époque de l'Égypte ancienne et qui sont tombés totalement de l'oubli. C'est le cas de Ahmès Nefertari notamment. On va voir les deux statuettes à son effigie là-bas. Alors voici ces deux statuettes d'Ahmès Nefertari. Pourquoi était-elle tant aimée à l'époque? La reine Ahmès Nefertari fait partie de
reines qui étaient des fortes femmes, extrêmement politiques et extrêmement attachées à l'indépendance de leur pays. Et avec son fils Amenhotep Ier, elle a permis de rétablir l'autorité des dynastes de la région de Luxor, et elle a fondé ce que nous, historiens, nous appelons le Nouvel Empire. Elle est bien connue pour le culte posthume dont elle a fait l'objet, toujours dans la région de Luxor, et on a même des objets que l'on voit dans l'exposition qui montrent que de 300 à 400 ans après son décès, eh bien, elle fait l'objet d'un culte extrêmement fervent. Et on lui demande de protéger les gens qui habitaient dans cette région, comme nous, nos saints, enfin les saints de la religion chrétienne, qui protégeaient aussi les fidèles. Alors justement, l'ère pharaonique prend fin avec le christianisme au IVe siècle, mais leur influence perdure dans le temps, leur notoriété évolue aussi au fil des époques. C'est le cas notamment alors, du roi Amasis, qui a gardé cette réputation de pharaon ivrogne. Je vous propose de regarder cette vidéo animée qui est inspirée de textes antiques retrouvés. J'aimerais boire du vin Kelbi d'Égypte. Notre grand maître, le vin Kelbi d'Égypte est bien raide. Ne vous opposez pas à ce que je vous dis. Qu'il en soit fait selon le bon plaisir du pharaon. Que l'on se rende face à la mer. Est-ce possible ce qui arrive? Pharaon a une sévère gueule de bois. Notre grand maître, quel est le mal qui affecte Pharaon? J'ai une sévère gueule de bois. Je ne pourrai accomplir aucun travail. Bon, il y a une reine que tout le monde connaît, bien sûr, c'est Cléopâtre. On la connaît par sa beauté, sa force, sa grandeur, elle fascine. Et pourtant, dans cette partie d'exposition, vous la présentez sous un tout autre aspect. C'est vrai que cette partie est consacrée à Cléopâtre, l'image de Cléopâtre dans l'art occidental, chrétien en Europe, qui insiste sur l'épisode de son suicide légendaire, que l'on voit ici, voilà, où elle se serait suicidée en se faisant mordre le sein par un serpent. Pour les artistes de cette époque en Europe, c'est l'occasion de montrer une femme avec le corsage dénudé et donc de condamner les péchés de la chair dont elle était censée être habituée, puisque les historiens romains nous ont légué l'image d'une reine lubrique avec un appétit sexuel débordant, qui est évidemment condamnée par la morale romaine et chrétienne. Et ces images, elles sont toujours focalisées sur ce moment exact de la mort, où elle a les yeux révulsés. Un tableau, tout à fait. Voilà, sur plusieurs tableaux dans cette sculpture. Les yeux révulsés, la tête en arrière, la bouche un peu entrouverte, dans une sorte d'extase entre la mort et le plaisir, qui est toujours très ambiguë. Et donc c'est cette image-là que laisse Cléopâtre dans l'imaginaire occidental de la Renaissance au XXe siècle réellement. Alors à partir de quand cette image change pour avoir celle qu'on connaît aujourd'hui? Alors Cléopâtre est aussi l'image d'une reine héroïque par ce geste de suicide. Elle préfère le suicide à l'humiliation de la défaite face à celui qui sera l'empereur Auguste. Et donc, tout au long de l'histoire, il y a quand même cette image-là de reine héroïque. Et en même temps, à partir du XXe siècle aussi, on voit se populariser cette image de reine forte, de reine
combattante et astucieuse. Mais alors quel est l'héritage finalement des pharaons dans cette ère biblique et islamique? Alors les pharaons, les rois d'Égypte les plus connus dans le monde chrétien, du début du christianisme jusqu'au XXe siècle en fait, sont les rois que les textes saints appellent simplement pharaons, comme si c'était le nom du personnage en quelque sorte. Et le plus connu, c'est vraiment le roi de l'Exode, le roi qui apparaît dans l'épisode biblique de l'Exode, face à Moïse, qui est l'adversaire de Dieu et de Moïse, et qui s'oppose donc à la libération des Hébreux. Et il y a justement cette tapisserie qui le montre bien, on va aller la voir, une grande tapisserie faite par la manufacture des Gobelins, une tapisserie qui représente donc Pharaon et Moïse en pleine confrontation. Oui, donc c'est un épisode qui se trouve dans la Bible, dans lequel donc Pharaon, que l'on voit ici à gauche, habillé en jaune, assis sur un trône, les pieds sur un repose-pied, face à Moïse, ici à droite, dans une scène où Moïse fait un miracle pour démontrer la puissance de Dieu, impressionner Pharaon pour qu'il libère le peuple des Hébreux. Et dans l'histoire, Pharaon s'oppose obstinément à la libération des Hébreux, qu'il tient en esclavage, et c'est cette figure de roi tyrannique, intraitable et injuste qui reste dans les mentalités en fait, de l'Occident, mais également de tout l'islam, de tout le territoire islamisé, cette idée que le roi d'Égypte est un tyran impie. Et cette image, elle rentre profondément dans les mentalités de l'Occident et elle reste l'image que l'on a de l'Égypte jusqu'à la début du XIXe siècle, l'image d'une terre de servitude dirigée par un tyran. Mais cette image tyrannique de l'ère pharaonique ne perdurera pas. Hein. La preuve aujourd'hui avec notre fascination, les pharaons sont encore une source d'inspiration jusqu'à être utilisés dans des publicités. Il y en a plusieurs d'ailleurs proposées dans cette exposition. Je vous propose d'en regarder une en avant-première. Merci beaucoup Frédéric Mougenot. Merci. Au revoir. Au revoir. Cléopatra, reine d'Égypte. Cléopatra, femme éternelle, détentrice de tous les secrets. Son nom est lié à un secret de beauté, crème et parfum. Cléopatra, un nouveau savon onctueux comme une crème, sensuel comme un parfum. Cléopatra, un nouveau savon qui pourrait bien changer la face du monde. Cléopatra, un nouveau savon, un secret de beauté. Alors Guillemette, cette année, nous fêtons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Une date qui est importante, 1822, puisqu'elle marque en fait le moment où les pharaons ont pu redorer leur image. On peut dire ça. Tout à fait ça. Champollion, arrivant enfin à lire ces kilomètres de textes en hiéroglyphes que l'on voit sur les temples et sur les papyrus, a pu recréer une histoire de l'Égypte qui soit cohérente avec les textes, rendre à leurs pharaons leur vrai nom et aussi instituer cette science humaine extrêmement magique qu'est l'égyptologie et qui a finalement permis de rêver beaucoup sur l'Égypte des pharaons, mais en ayant une connaissance à peu près garantie et assurée de ce qu'il fallait en connaître. Donc c'est le début de l'égyptologie qui va amener ensuite l'égyptomania qui est représentée ici dans cette troisième partie avec beaucoup d'œuvres. On peut voir que les pharaons sont devenus des sources d'inspiration partout dans l'art contemporain et même pour vendre des objets. On le voit bien avec cette moto qui s'appelle Khéops, une fabrication française. Pourquoi utiliser un nom de pharaon pour faire des publicités et pour vendre? Parce que les noms des grands pharaons, qui sont les superstars dont nous parlons ici, sont synonymes de force, de puissance, d'invincibilité, d'éternité, des choses qui marchent. Et donc, ça a inspiré les fabricants d'objets de consommation
pour leur donner ces dons de pharaon. Comme vous voyez, par exemple, il y a les croquettes pour chats qui s'appellent Ramsès, les préservatifs qui s'appellent également Ramsès, Toutankhamon qui vante des cirages. Tout ça est assez, disons, le reflet d'une mode d'égyptomanie qui a finalement complètement envahi le commerce pendant le XXe siècle. Alors, on comprend bien aussi que leur notoriété est liée aux différentes découvertes archéologiques. Oui. Il y en a encore, des fouilles qui sont encore organisées. Il y a donc de belles surprises à venir. Quelle est la dernière découverte majeure? Alors, on peut parler d'une découverte tout à fait intéressante qui a eu lieu dans la banlieue du Caire, sur un site qui s'appelle Héliopolis à la grecque et Matareia en arabe, et qui est en fait le site où se trouvent les vestiges d'une capitale absolument importante, plus importante encore que Luxor pour l'Égypte ancienne, et où une équipe germano-égyptienne est en train de découvrir des statues et des monuments absolument stupéfiants de pharaons. Voilà, on peut imaginer qu'il y aura d'autres superstars, super pharaons à venir. Merci beaucoup, Guillemette André-Lanoé. Pharaon Superstar, c'est l'exposition atypique à découvrir au Mucem à partir du 22 juin. Et puis ne manquez pas bien sûr la semaine pharaonique du 27 au 31 juillet avec des parcours décalés, des activités à faire en famille et puis du cinéma en plein air pour regarder Cléopâtre, Indiana Jones, l'Arche perdue, encore le secret de la pyramide. Et alors le 31 juillet, c'est la soirée or et paillettes. C'est le moment de sortir votre crayon colle et vos bijoux les plus dorés pour un bal de voguing avec Vinnie Revlon, puis ensuite un DJ set avec Paula Facette. On vous attend.